on a le bonheur, pour ce premier After Work, de faire une introduction géante en fait. Parce que généralement, dans les événements normaux, on bâcle, on fait une petite introduction, on ne s'attarde pas sur le sujet. Et donc là, aujourd'hui, on se paye le luxe, en hybride, de parler de la transformation digitale des PME, d'introduire ce sujet et les différents thèmes qu'on va aborder au fil des jours de cette semaine. Donc aujourd'hui, vaste introduction, beaucoup de grains à moudre. Demain, on abordera le futur du travail, donc le futur du travail, le digital et les PME face aux révolutions des RH. Ça, c'est le jour, le troisième jour, mercredi, on parlera de la conformité et de la finance. Ensuite, de la logistique et des transports. Là encore, c'est un thème crucial. Et enfin, on terminera cette semaine avec la relation client, donc pour adresser ces thématiques, pour introduire cette semaine de séminaire. Je salue d'ailleurs les partenaires BPI France, le hub de BPI France, le réseau Entreprendre, Pacte PME et la CPME, nos partenaires. Et pour introduire ce sujet, Guillaume Mortelier, donc à ma droite. Bonjour Guillaume Mortelier. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif chez BPI France en charge de l'accompagnement des entreprises. Et donc j'ai lu, Guillaume Mortelier, une interview de vous, je crois que c'était dans l'usine digitale qui date d'il y a 1 an et demi. Vous disiez qu'un grand nombre de chefs d'entreprise considèrent que le numérique n'est pas encore automatique dans une certaine mesure, ce n'est pas une priorité. Est-ce qu'un an et demi plus tard, avec ce contexte de pandémie qu'on traverse, est-ce que les choses ont changé ? Alors oui, effectivement. Alors je l'ai dit il y a 1 an et demi, j'aurais pu le dire il y a 6 mois, j'aurais pu le dire aussi il y a 3 ans. Ce qu'on voit, vous savez qu'on interroge assez régulièrement. Vivien Pertuzon en parlera tout à l'heure. On interviewe assez régulièrement des milliers de chefs d'entreprise, dirigeants de TPE ou de PME, et notamment sur le digital pour essayer de comprendre comment ils se positionnent. Et ce que l'on constate historiquement, avant le confinement en tout cas, et la crise du Covid, c'est que on avait 3 groupes assez différents qui se détachaient. Il y avait ce qu'on appelait les sceptiques, c'est-à-dire c'est à peu près 40% des dirigeants qui, quand on leur parle de digital, nous disent écoutez, je pense que le digital c'est pas pour moi, ça va pas impacter mon métier, ou de toute façon je saurais pas l'intégrer. 40% des dirigeants que l'on a pu interroger. Et ça, c'est assez stable avant la crise. Il y a une deuxième catégorie qui, pour le coup, se dit je vois l'enjeu du digital, il faut que je m'y mette, je commence à tester, j'ai pas forcément tous les outils, tous les leviers, toutes les compétences en interne pour faire du digital. Ça, c'est ce qu'on appelle les apprentis, c'est à peu près 50% des dirigeants. Et puis, je dirais au sommet du digital, il y a les conquérants qui prennent très vite le digital, qui sont les premiers à adopter les outils, qui arrivent à embarquer leurs salariés. Et donc ça, c'était une photo qui était finalement historiquement assez stable. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une vraie bascule avec le premier confinement, simplement parce que la preuve s'est faite sur l'événement que en fait, quand on avait digitalisé ces moyens de parler à ses collaborateurs, de les engager, on a pu mettre en place un télétravail plus rapidement. Quand on a digitalisé le lien avec ses clients, fournisseurs, on a été plus agile au moment où, en avril, mai, les carnets de commandes étaient incertains. Aller régulièrement vers son client, pouvoir dialoguer avec lui de façon hyper interactive, permettait d'ajuster au mieux la production. Ouais. Et donc, on a des dirigeants qui ont basculé. Donc, il y a des sceptiques, et on le sent, même si on n'a pas encore d'études qui le prouvent statistiquement, mais on a une bascule des sceptiques qui ont été sensibilisés de la manière forte, on va dire, sur les enjeux de basculer en apprenti, et puis des apprentis qui sont saisis des outils digitaux et qui sont devenus des concurrents. La manière forte que vous décrivez, c'est quasiment pour survivre, en fait. Il s'agit de survivre. On est contraint à accepter que le digital, c'est évidemment pas une mode, et c'est au contraire indispensable pour son entreprise. On le verra tout à l'heure et tout au cours de la semaine, mais pour le développement de l'activité, de n'importe quelle activité économique aujourd'hui. Oui, exactement. Et c'est un discours que l'on percolait assez régulièrement, mais comme la CPME, comme Pacte PME, comme le réseau Entreprendre. Je pense que tout l'écosystème avait bien sûr vocation à pousser, et a toujours vocation à pousser les dirigeants vers le digital. Et on a vu une vraie bascule, parce que confronté à la nécessité de maintenir un niveau de travail efficace sans pouvoir avoir des liens physiques, eh bien des dirigeants ont vu que manifestement les outils digitaux étaient indispensables. Sans avoir de lien physique, dans cette même interview que j'ai déjà citée en introduction, vous dites qu'il y a certaines PME, certaines ETI dans lesquelles certains collaborateurs n'ont même pas d'adresse mail à leur nom. Est-ce que ça, c'est pas la forme la plus extrême des sceptiques, cette catégorie que vous
vous décriviez. Oui, c'est une forme assez extrême. Ensuite, ça peut se justifier sur certaines fonctions assez spécifiques. Mais bien sûr, c'est vraiment ce type de population. On a vu, s'ils n'avaient pas de mail pendant le confinement, comment est-ce le dirigeant arrivait à dialoguer avec ces collaborateurs-là. Donc, il y a eu vraiment une prise de conscience qui a été assez majeure. Donc aujourd'hui, moins de sceptiques, tout le monde a compris, et le constat qu'on faisait, et que vous faisiez déjà, vous disiez, depuis quelques années, et s'essouffle de plus en plus. Alors je suis pas sûr qu'il y a moins de sceptiques de façon certaine, je suis pas sûr qu'il y ait plus de sceptiques, et je pense qu'il va falloir continuer à évangéliser, à sensibiliser un peu l'écosystème. Néanmoins, on a plus, nous, d'appels entrants de dirigeants qui nous disent « j'aimerais être accompagné, j'aimerais que vous m'accompagniez sur une mission de conseil pour mettre en œuvre le digital ». Au sein des accélérateurs, vous voyez, on a peut-être 1 millier d'entreprises qui sont actuellement en cours d'accélération au sein de ces programmes-là, assez intensifs. Et on a beaucoup de dirigeants qui nous disent aidez-moi à mettre en place un outil pour être plus efficace dans mes relations clients, aidez-moi à mettre en place un outil pour mieux travailler avec mes collaborateurs. Et on en reparlera tout à l'heure au fil de cette after work, mais c'est peut-être ça qui est nouveau. D'ailleurs, cette tendance qui est aidez-moi, cette sollicitation du dirigeant vers vous, alors que peut-être avant, c'était davantage vous qui proposiez vos services, qui faisiez des appels du pied pour le bien de ces sociétés, de ces PME et de ces ETI. Maintenant, c'est elles qui lèvent le drapeau et... Exactement. Elle lève le drapeau. Et puis, d'un autre côté, on a aussi un écosystème d'offreurs de solutions qui est de plus en plus mature pour les PME. On le remarque beaucoup en tant que BPI France, parce que vous savez certainement qu'on a une forte présence, on va dire, sur le marché de l'innovation et des startups. Et on voit de plus en plus d'entreprises technologiques qui vont se créer pour répondre aux besoins, justement, des entreprises, des PME. On n'est plus juste sur de la plateforme de business à consommateur, B2C. On est de plus en plus vers des solutions B2B. D'ailleurs, aujourd'hui, sur le French Tech 120, on a 80 des 120 plus belles startups françaises qui offrent des solutions B2B vers les entrepreneurs. Et du coup, c'est un peu l'idée de cette semaine, c'est que quand on va parler de comment est-ce qu'on peut digitaliser nos processus RH, comment est-ce qu'on peut digitaliser notre lien avec les liens avec les clients, comment est-ce qu'on peut en interne intégrer les outils digitaux, face à ça, on aura des solutions technologiques qui sont sur étagère, qui sont offertes aujourd'hui aux dirigeants et qui peuvent permettre assez simplement de se digitaliser. Et face à ça, tous les dirigeants ne sont pas évidemment au même niveau de compréhension, au même niveau face à ces nouveaux outils. Merci infiniment, Guillaume Mortelier, d'avoir introduit ce premier after work de cette semaine dédiée donc à la digitalisation des PME. Merci et bonne semaine. Donc, merci infiniment encore une fois de nous suivre. Avant de commencer cette discussion avec les 4 participants aujourd'hui qui sont autour de moi, je vous invite, vous qui nous suivez, peut-être êtes-vous déjà 300 ou 500, voire 1000, à nous suivre sur Internet. Vous êtes aussi impliqués dans cette semaine de la digitalisation des PME, puisque vous pouvez poser vos questions. En l'occurrence, vous allez répondre à 2 questions en préambule de notre discussion. Et vos questions, on y répondra à la fin. Du coup, à la fin de cette after work. La première question. Donc, je vais essayer de parler le plus clairement possible et d'articuler encore plus que d'habitude. Quel niveau de maturité digitale estimez-vous avoir aujourd'hui? Quel niveau de maturité digitale estimez-vous avoir aujourd'hui? Je me sens un peu comme Julien Lepers là, qui répète 3 fois la même chose en articulant le mieux possible. Et la deuxième question, c'est comment qualifieriez-vous votre besoin d'accompagnement sur les sujets de transformation digitale et notamment dans la mise en relation avec les bons partenaires tech? Êtes-vous bien entouré? Quel besoin d'accompagnement vous avez? Pareil, on attend vos réponses et ce sont des sujets qu'on abordera à la fin de cet after work. Donc, le temps est venu de vous présenter le panel de 4 personnes qui est autour de moi. Donc, honneur aux femmes. Hélène Clément, bonjour. Vous êtes directrice des programmes et cursus BPI France Université. Vous êtes en relation, je crois, avec une petite vingtaine d'universités. Je crus entendre tout à l'heure. Vivien Pertusseau, à votre droite, bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de BPI France Le Lab. Et enfin, à ma gauche, François Perret. Vous êtes directeur général Pacte PME. Bonsoir, François Perret. Alors donc, nous avons aussi Alain Assouline,
C'est notre seul invité qui est en distance. Alain Assouline, il est représentant de la CPME en charge du digital et il est avec nous à distance. Bonsoir. Alors, donc, merci à tous les quatre d'être présents ce soir pour débattre, de discuter, d'adresser cet épineux sujet et large sujet de la digitalisation des PME. Donc, première question qui s'adresse à tous les quatre. On parle beaucoup de digitalisation, c'est même, on peut le dire, je pense, un buzzword, hein. C'est devenu quasiment un élément dans le langage, un tic de langage. Qu'est-ce que la digitalisation peut apporter aux PME aujourd'hui? Pourquoi digitaliser? Question, une simplicité enfantine, mais pourquoi digitaliser aujourd'hui? Je commence par vous, Alain Assouline. Honneur à notre invité distancié ce soir. Merci beaucoup. La digitalisation peut apporter évidemment énormément de choses. On a d'ailleurs, dans la période que nous vivons, il y a eu la première crise sanitaire, cette deuxième crise sanitaire. On sait, dans une période donnée, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on a vendu. Et si on s'est interrogé ces bases de données, qui sont des bases de données que nous avons tous, hein, que toute entreprise peut avoir, si on sait les interroger, on peut en tirer des enseignements très intéressants pour savoir qu'est-ce qu'il faut stocker, sur quoi je vais mettre l'appui pour vendre, comment je vais communiquer qu'est-ce que je vais fabriquer aussi en temps réel. Donc le numérique, ça permet en effet tout ça. C'est-à-dire ça permet, ce qui semble le plus évident, c'est vendre en ligne, mais ça permet aussi de gérer beaucoup plus efficacement son entreprise. Et c'est précisément, Alain Assouline, sur la problématique essentielle de beaucoup de commerçants. Et voilà, je rebondis sur les pauvres commerçants non essentiels. Non essentiel, c'est quand même un gros mot. Et donc, effectivement, quand on est dans un commerce non essentiel en physique, il faut se rendre essentiel sur le web. Vivien Pertusseau, Alain Assouline vient de souligner que ces derniers temps, a fortiori pendant cette pandémie mondiale, à distance, il y a eu certains secteurs, certains angles sur lequel la digitalisation des PME, des ETI s'est accélérée. Est-ce qu'on peut identifier, est-ce qu'on peut citer ces angles, ces segments sur lesquels il y a eu un progrès contraint et forcé, mais peut-être pour le plus grand bonheur par la suite? Oui, on peut les citer évidemment. Alors j'aimerais juste revenir un tout petit peu en arrière sur le terme de digitalisation. Vous le disiez en introduction, on a rarement le temps justement de prendre un peu de hauteur. Absolument. Par rapport à ces sujets-là. Je pense que c'est important néanmoins de distinguer certaines choses. Quand on parle de digitalisation, souvent on parle de l'utilisation d'outils digitaux dans son entreprise. Alors effectivement, c'est très important et c'est même essentiel aujourd'hui et on y reviendra et c'est même l'objet de toute cette semaine. Néanmoins, il ne faut pas négliger un facteur qui est très important, c'est que c'est pas parce qu'on a de bons outils dans son entreprise qu'on sait bien utiliser ces outils. Et ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises oublient. Elles disent j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Oui, mais pourquoi faire et comment bien les utiliser? C'est pour ça que, en fait, nous, on utilise souvent le terme de transformation de l'entreprise à l'ère du digital. C'est comment mettre son entreprise en capacité d'utiliser tous les outils digitaux qui peuvent lui permettre d'être plus performante, d'atteindre mieux ses clients, de mieux transformer son entreprise, de mieux collaborer en interne, de mieux coopérer avec des acteurs externes et d'améliorer son offre. Et donc, pour revenir à votre question initiale sur ce qui a pu être amélioré avec cette pandémie, eh bien, c'est un peu tout ça. On pourra revenir avec des exemples par la suite, mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir que des entreprises qui n'étaient pas du tout, par exemple, dématérialisées en termes de factures, soudainement ont dû gérer des factures à distance. Elles n'avaient pas la capacité de travailler avec leurs clients à distance, elles ont dû commencer à faire des visios. Et donc, en fait, tout ça a créé de nouvelles manières de faire du business, de nouvelles manières de travailler ensemble. Et ça, j'ai envie de dire, peu importe le secteur d'activité. Et là, moi, je reviens à mon tour de revenir sur un point que vous avez abordé juste avant, Vivien Pertusseau. Vous avez dit, je vous ai cité, je pense, ce qui est un des principaux écueils en matière de digitalisation, c'est de penser peut-être que dès lors qu'on installe un logiciel, qu'on le met à disposition des collaborateurs et qu'il est utilisable, eh bien, peut-être tout le monde va réussir à l'utiliser de façon naturelle. Or, c'est absolument pas le cas. Est-ce que c'est un écueil qui est encore qui existe vraiment beaucoup, quoi?
Bien sûr. Enfin, un exemple assez fréquent qu'on voyait, je pense qu'on le voit encore aujourd'hui, c'est le CRM. Donc, c'est cet outil qui permet de gérer sa base client. Globalement, un CRM est extrêmement utile dès lors qu'on sait l'utiliser et on sait pourquoi on veut l'utiliser, et surtout qu'on a embarqué tous les collaborateurs pour bien l'utiliser. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que on choisit un CRM parce qu'il y en a un qui est à la mode, parce qu'il y a une solution qui m'a été présentée récemment, etc., mais qui ne répond pas forcément aux besoins de l'entreprise. Et donc, c'est vrai qu'il y a la question d'avoir le bon outil, de former les collaborateurs et surtout de s'assurer que cet outil est utilisé et à de bonnes fins. Donc il y a un suivi ensuite de l'utilisation de l'outil. Est-ce qu'il est facilement utilisable? Est-ce qu'au contraire, il faut 5 jours, 5 sessions de formation pour pouvoir le maîtriser? Enfin, tout ça est suivi. François Perret, donc vous êtes directeur général de Pacte PME. Qu'est-ce que vous mettez en place, les dispositifs qui existent chez Pacte PME pour épauler les PME qui souhaitent se digitaliser et leur permettre de suivre leur progrès, entre guillemets, dans l'utilisation et dans la compréhension de ces nouveaux outils qui sont sans cesse mis à leur disposition? D'abord, je veux rappeler qu'effectivement, il y a plein de raisons de se digitaliser. On en a entendu plusieurs qui sont absolument fondamentales. Et moi, je crois aussi que derrière la digitalisation, il y a vraiment un enjeu de transformation globale de l'entreprise. Il y a un nouveau modèle d'entreprise qui est en train de se construire aujourd'hui pour construire un monde, je dirais, plus digital, mais aussi plus solidaire, plus durable. Et il ne faut surtout pas opposer ces 3 dimensions ensemble. Au contraire, elles doivent s'enrichir. Il y a une autre raison pour laquelle il faut se digitaliser pour une PME. Il faut se digitaliser pour une PME pour mieux accéder également aux ETI et aux grands groupes. Parce que la réalité du monde dans lequel on vit, c'est que les grands groupes sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de leurs fournisseurs. Et qu'est-ce qu'ils attendent en numéro 1 quand on les écoute? Ils attendent d'une entreprise qu'elle soit innovante, qu'elle ait déjà un peu la taille critique, qu'elle soit capable d'industrialiser ses produits et ses services, mais également qu'elle se digitalise. Donc, la digitalisation, c'est vraiment un levier d'accès aux grands comptes. Et de notre côté, du coup, fort de ces 2 constats, à la fois, il faut aider les PME à mieux accéder aux grands groupes et il faut participer de cette évolution, de cette transformation globale de l'entreprise. On a mis en place un certain nombre d'outils tels que des programmes de renforcement des PME avec l'aide des grands groupes, dans lesquels il y a systématiquement, je dirais, un apprentissage du socle de croissance de l'entreprise. Et donc, évidemment, il y a la question de l'accès au financement, il y a les transformations sociales de l'entreprise, mais évidemment, il y a la transformation digitale, entendue non seulement comme mettre un outil qui va en effet numériser un certain nombre de pratiques, mais qui va avoir des conséquences sur en effet toutes ces pratiques. Les pratiques managériales sont totalement repensées, les conditions de travail, la manière d'interagir est totalement repensée par le digital, et c'est la raison pour laquelle, à partir de ces convictions, on a mis en place des programmes tels que Destination ETI, où les grands groupes directement dans les différentes filières de l'économie française, avec l'aide également bien sûr en complément des travaux que fait BPI, eh bien aident directement les PME à se digitaliser et à grandir. Parce que finalement, c'est quand même ça. Le nerf de la guerre, c'est quand même que ces PME, qui sont devenues extrêmement nombreuses, on est dans un pays qui a un élan entrepreneurial fabuleux, qui compte près de 4 millions d'entreprises. Dans ce pays, l'objectif maintenant, c'est de pouvoir aussi transformer plus de PME en ETI, plus d'ETI en grands groupes demain. Grand groupe, PME, ETI, de poids, de mesures concernant la transformation digitale. Et digitale et université, Hélène Clément, je me tourne vers vous. Quels sont les rouages, les passerelles, les complicités, les innovations qui sont mises à jour sans cesse, les progrès que vous êtes là pour incarner? Alors, on peut répondre à cette question de 2 façons. C'est d'un côté pour nous-mêmes, parce qu'en tant que formateur de dirigeants, c'est l'activité de BPI France Université, on avait déjà une activité digitale, mais elle a augmenté, elle s'est développée de manière exponentielle, de manière un peu contrainte et forcée, mais efficace. Donc, en plus de notre plateforme d'e-learning, on fait énormément de webinaires, du blended learning, donc en bon français, c'est un mix de présentiel et de digital avant et après le présentiel. On a énormément développé tout ça.
Et nos partenaires, alors qui ne sont pas vraiment des universités, ce sont plus des écoles de management et des écoles d'ingénieurs. Également, à marche forcée, on fait le même chemin, à la fois côté formation initiale, on en a bien vu l'écho partout. Aujourd'hui, tous les étudiants du supérieur sont à distance, mais également en formation continue. Donc, dans le cadre des programmes que nous avons en partenariat avec ces établissements, tout est digitalisé et les entrepreneurs suivent nos formations à distance en ce moment. Et en termes de demande, sur cette année glissante un petit peu spéciale, vous en conviendrez, qu'est-ce que vous avez vu comme demande spécifique, très redondante Là, on revient au sujet dont parlait Vivien, parce que donc, là, ce que j'évoquais, c'était notre organisation, mais effectivement, sur le contenu, tous les sujets de digitalisation, sur la cybersécurité, comment je mets en place un ERP, comment je fais du marketing sur les réseaux sociaux, comment je maîtrise Twitter. Enfin, on a énormément de sujets, ça se multiplie. Il y a beaucoup de demandes et beaucoup d'attentes. La cybersécurité, vous en parlez. Est-ce que ça a été une crainte de certaines entreprises qui ont dû tout faire à distance d'un coup? Est-ce qu'ils ont eu le sentiment, et non, là je me tourne vers vous, Alain Assouline, est-ce que les patrons de PME, de TI ont eu le sentiment, en étant 100% à distance, enfin 100% à distance, pas toutes, mais disons en travaillant davantage à distance, de moins maîtriser la sécurité de leur entreprise, que tout cela finalement à distance et dématérialisé, ça leur échappait davantage que lorsqu'ils sont bien présents Je vais vous donner un chiffre et après je vais revenir. En mars, les attaques cyber ont été multipliées par 4 pendant le mois de mars. Et donc on sait que évidemment pendant le confinement, il y a eu pas mal de TPE, de PME qui ont commencé à aller sur le numérique parce que c'était une question même de vie ou de mort, en fait, de fonctionnement. Il fallait continuer à travailler, et elles l'ont fait bien souvent de façon pragmatique, avec les possibilités qu'elles avaient, et souvent, évidemment, les pirates informatiques sont des gens très pragmatiques aussi. Ils en ont profité, donc il y a eu énormément d'attaques à ce moment-là. Parce que ce qui est important, c'est que on a fait un peu le tour de à quoi peut servir la digitalisation, mais c'est important de faire un constat. La CPME a fait réaliser par OpinionWay une enquête en septembre 2019, donc juste avant la crise que nous connaissons, sur la transformation digitale des PME. Et quand même, on a quelques enseignements. On a 71% des entreprises de moins de 50 salariés n'ont pas déployé leur transformation digitale. Alors même que parmi lesquels, 31% la considèrent comme un enjeu important pour la poursuite de leur activité. Et en même temps aussi, le chiffre encourageant, c'est que 71% d'entre elles, je parle des entreprises de moins de 50 salariés, jugent que les outils numériques sont indispensables au fonctionnement de leur activité. Et voilà. Et donc cette question, elle se pose aussi, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord, et c'est vraiment quelque chose que je défends en permanence, c'est qu'il faut bien penser la transformation numérique, la digitalisation, pas simplement comme le fait d'utiliser tel ou tel outil, mais comme en réalité souvent une façon de repenser sa création de valeur, comment l'entreprise repense son fonctionnement, repense ses produits, surtout d'ailleurs repense sa relation à ses clients, le design d'expérience utilisateur qui est quelque chose de fondamental à l'heure du numérique. Donc tout ça, c'est extrêmement vrai. Le problème, c'est que aujourd'hui, énormément, alors je parle plutôt des entreprises de moins de 50 salariés qui n'ont pas fait leur transformation numérique, et c'est vraiment ce sujet qui nous préoccupe beaucoup à la CPME et sur lequel nous pensons qu'il faut travailler. Et là-dessus, je pense qu'en effet, on n'y travaille pas simplement avec des solutions toutes faites sur l'étagère, mais on doit y travailler en accompagnant les dirigeants de PME. On l'a vu aussi dans l'enquête que nous avons réalisée. La plupart du temps, c'est un défaut de prise de conscience,
ils se disent qu'ils ont toujours fonctionné sans ça. Pourquoi ils changeraient? Souvent, c'est la peur du changement. Il y a une réticence. Souvent aussi, c'est que ils se voient pas en tout digital parce qu'ils pensent que se transformer, c'est tout digitaliser. Donc, ça veut dire une chose. Ça veut dire que, à notre avis, les premiers pas qu'on pourrait faire dans la transformation digitale, c'est d'abord de vraiment écouter les besoins de ces entreprises, les besoins actuels, tels qu'ils s'expriment, alors évidemment dans la crise sanitaire, mais qui s'exprimaient déjà avant ou qui vont s'exprimer après, et vraiment de bien prendre en compte les problématiques d'un entrepreneur dans la direction de son entreprise et de montrer comment le digital, le numérique, c'est une réponse à tout ça. C'est-à-dire que ça va l'aider à avancer et à faire progresser son entreprise. Et vous avez raison, hein, il faut aussi que la PME, la TPE pense sa digitalisation, non pas simplement pour elle-même, il faut d'abord qu'elle la pense pour ses clients. Ses clients, ça peut être lorsqu'elle est en B2C, c'est des clients qui viennent acheter, etc. Mais quand elle est en B2B, ce sont les grandes entreprises, et ça, c'est très vrai. La problématique qui va être posée, c'est que pour nombre d'entre elles, si elles font pas leur transformation numérique, elles risquent de perdre le grand groupe qui a besoin de pouvoir fonctionner avec les moyens numériques. Alain Assouline, je vois qu'à côté de moi, François Perret dodeline de la tête et prend des notes, donc je vais le laisser réagir. Je pense qu'il y a des choses à dire après ce que vous venez de nous dire. J'en profite aussi pour vous dire, à vous qui nous regardez, de ne pas oublier notre sondage. Vous pouvez aller dans la rubrique sondage qui se trouve, me dit-on, en haut à droite de l'écran pour y répondre. Donc je vous encourage à regarder en haut à droite de l'écran pour répondre à notre sondage dont on constatera, dont on détricotera les réponses à la fin de notre discussion. François Perret, après cette petite aparté publicitaire, si on veut, je vous laisse répondre. Donc je voyais que Alain Assouline parlait et vous griffonniez sur vos post-it et vous étiez très expressif. Ça me faisait penser effectivement à deux choses en écho au propos d'Alain Assouline. La première chose, c'est que tout est plus compliqué dans une entreprise de moins de 50 salariés. Je crois que c'est à peu près le seuil que vous avez cité tout à l'heure. Tout est plus complexe dans une entreprise de 50 salariés parce que on n'est pas structuré, on n'a pas forcément toujours les moyens de se faire accompagner, ou du moins pense-t-on qu'on n'a pas forcément les moyens de se faire accompagner. On est moins informé. C'est la raison pour laquelle, moi, je crois que le défi qui est devant nous, c'est effectivement de faire porter massivement les dispositifs d'accompagnement vers ces entreprises de moins de 50 salariés. Je vous donne un exemple sur lequel la digitalisation apporte une réponse. Ce sont les accords en matière d'épargne salariale. Une entreprise aujourd'hui, grâce à la loi Pacte, est exonérée de forfait social depuis 2019. Encore faut-il pour ça qu'elle s'empare des outils d'intéressement et de participation. Et beaucoup d'entreprises de moins de 50 ne le font pas parce qu'elles pensent que c'est très compliqué de se faire. Depuis cette année, l'ACOS a mis en place un dispositif en ligne d'aide à la rédaction d'un accord. Donc on voit bien que la digitalisation, sur beaucoup de petits sujets au quotidien pour le chef d'entreprise, est évidemment une réponse très importante. Et j'ai bien aimé aussi, quand on a commencé cet after work, et on a évoqué, je crois, le terme de survivre. Et c'est vrai qu'avant la crise, on se disait, il y a survivre d'un côté et se transformer de l'autre. Et quelque part, on opposait un peu les enjeux de court terme aux enjeux de moyen terme. On voit bien aujourd'hui que celui qui, au-delà de résoudre ses problèmes de très court terme en trésorerie, ne vient pas se transformer globalement, il ne survivra pas. Donc il n'y a plus d'opposition entre le court et le moyen terme. C'est en se transformant qu'on va aussi survivre et pérenniser son activité. Et donc survivre, c'est maintenant, parce que si même une crise comme celle qu'on est en train de vivre ne parvient pas, on parlait tout à l'heure, Alain Assouline, et avec vous aussi, Vivien Pertusseau, de ceux qui ne veulent pas, qui ne veulent rien, enfin, je caricature peut-être un peu, mais c'est ce qu'on a dit, qui ne veulent pas entendre le changement, qui considèrent que, vu qu'ils font comme ça depuis parfois des décennies, ce n'est pas
vital pour eux de changer et de se transformer. Si une crise ne peut pas les faire changer d'avis, qu'est-ce qui les fera changer d'avis? C'est un peu provoque comme question, mais qu'est-ce que vous en pensez à ma droite, tous les deux, Hélène Clément et Vivien Pertusseau? Moi, je pense que cette crise, sur un certain plan, c'est une opportunité, vraiment de changer. On parlait d'adoption de signatures électroniques ou de choses comme ça, on avait des process papier très longs, très compliqués. Et ça se met en place quand même très vite pour un résultat, une adoption excellente en fait. Est-ce qu'on peut catégoriser, donc là on parle beaucoup de biens essentiels dans les supermarchés, est-ce qu'on peut évoquer esquisser l'idée de transformation essentielle dans certains cas de figure, essentielle pour la survie? Certains outils, oui. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que cette crise, mais même c'était déjà le cas auparavant, elle permet de faire prendre conscience que de petites choses peuvent avoir de grands effets. Surtout dans ces petites entreprises-là, en fait. C'est des entreprises qui sont généralement assez peu digitalisées et avec un petit changement, ça peut tout transformer dans l'entreprise. Hélène parlait de la signature électronique, de la dématérialisation. On a parlé tout à l'heure de l'utilisation de Twitter, du marketing digital. Un simple outil peut avoir un impact très très fort. Il y a quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit néanmoins. Ce sont les freins à cette transformation. Quand on a travaillé sur cette question-là il y a 3 ans maintenant, mais je pense qu'ils n'ont pas fondamentalement changé. Il y a 3 freins qui étaient importants. Le premier, c'était la complexité du sujet. C'était quelque chose qui ressortait peu importe le niveau de maturité digitale des dirigeants. Tous les dirigeants voient la transformation digitale comme un sujet complexe. Et je pense que c'est important. Mais voilà, c'est important de démystifier la chose. Il faut créer un élan positif. Des petits pas peuvent avoir une dynamique extrêmement positive, notamment dans les plus petites entreprises, moins de 50 salariés. C'est un très très bon exemple. La deuxième chose, c'est le manque de moyens financiers. C'est pareil. Ça, c'était vrai il y a encore probablement 3 ans. Aujourd'hui, on est sur une dynamique qui est quand même moins onéreuse. Il y a beaucoup d'outils qui existent pour des prix assez modiques. Encore faut-il les connaître. Et le troisième, c'était les ressources humaines. Là, j'ai envie de dire, parfois, il y a de l'auto-formation nécessaire, notamment quand les ressources humaines sont pas là. Et je finirai juste avec un dernier point, c'est la question du temps. Notamment dans une PME, un dirigeant ne peut pas tout faire et pourtant il doit choisir, il doit dédier du temps aux choses qui sont essentielles. Si aujourd'hui, encore plus qu'hier, il ne considère pas le digital comme une source première d'intérêt, une source première où il doit allouer du temps, c'est là où la question de la survie va se poser. Il est probable, effectivement, Vivien Pertusseau, que chaque PME et chaque ETI ne sera pas doté dès demain d'un chef de la transformation digitale. Mais néanmoins, ce que vous disiez est intéressant, parce que si le côté symbolique du changement est frais, est-ce que, et donc là on revient aux synergies avec les grands groupes dont on parlait tout à l'heure, je crois, avec vous, François Perret, est-ce que, donc, accepter le fait qu'un grand groupe vienne nous apprendre, nous épauler, est-ce que symboliquement, pour des plus petites structures, c'est pas aussi, c'est évidemment, c'est 1000 opportunités, mais ça peut aussi symboliquement être un peu compliqué à gérer, non? Il y a des grandes entreprises qui ont aidé leur tissu de fournisseurs justement à se digitaliser, notamment parce qu'il y a quelque chose dont les grands groupes ont besoin, c'est le partage de données. Et si les entreprises ne sont pas capables déjà de structurer les données en interne et de les partager avec le donneur d'ordre, il va y avoir un problème de coopération. Donc, il y a de plus en plus de grandes entreprises qui viennent aider les PME, leur tissu de fournisseurs pour les accompagner dans cette transformation. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Évidemment que non. Sinon, il y aurait une dynamique beaucoup plus positive. Mais c'est quelque chose qu'on voit et c'est quelque chose qu'il faut bien évidemment encourager. Après, encore une fois, il faut le faire de manière pragmatique. Ça sert à rien d'arriver avec un rouleau compresseur et de dire c'est comme ça et pas différemment. Toute entreprise a sa culture aussi, sa capacité d'innovation, sa capacité à bouger. Et donc, il faut pas attendre en l'espace de 1, 2, 3 mois que tout change, qu'il y ait un bouleversement dans l'entreprise. Est-ce que, Hélène Clément, c'est quelque chose que vous observez aussi, ce côté, pas à fleur de peau, mais disons ce côté, dès qu'on parle le mot changement apparaît, dès qu'il s'agit de changer ne serait-ce qu'une signature électronique ou qu'un petit mécanisme, qu'un process d'une entreprise, il y a une frilosité quasiment
épidermique de certains chefs d'entreprise, des plus petites structures. Donc Alain Assouline en parlait tout à l'heure, je lui poserai la question ensuite, mais la question que je lui poserai, comme ça il peut la méditer pendant que vous me répondez, c'est est-ce qu'il y a des catégories parmi ces entreprises de 50 personnes, des catégories d'activité économique, certains secteurs où cette frilosité est plus impactante, plus importante que dans d'autres? Je ne suis pas sûre que ce soit selon les secteurs, c'est vraiment très personnel, selon les parcours des dirigeants, leur culture d'entreprise, enfin, c'est assez divers. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine panique par moment. Et la manière d'apaiser tout ça, en fait, c'est vraiment de repartir des besoins. Dire je veux vendre alors que tout est fermé, comment je fais, et pas je veux aller sur une marketplace où on a toujours des mots-clés en anglais, ça fait un peu peur. Il faut repartir du besoin. Éventuellement se faire accompagner aussi, c'est tout à fait utile d'avoir quelqu'un qui vous guide sur ces sujets-là. Et nous, on propose une gamme d'outils assez large, mais le premier, l'entrée, ça s'appelle Mon Digitalomètre. C'est comme son nom l'indique, un autodiagnostic en ligne sur la maturité digitale qui est gratuit et tout le monde peut y accéder. Et c'est un bon moyen de faire un état des lieux, de regarder où on en est de sa réflexion, donc vis-à-vis de ses fournisseurs, vis-à-vis de ses clients, de sa gestion interne, un peu à 360 degrés. Et à la fin, avoir une évaluation de sa maturité et quelques pistes, quelques recommandations qui peuvent être des choses très simples, un module e-learning, un site avec des lectures complémentaires, un mapping d'acteurs de tel ou tel segment. Enfin, on essaye d'organiser un peu les choses et de faire redescendre la tension. Puisque vous en parlez, Hélène Clément, faire redescendre la tension, vous venez de le dire, ce qui fait... Au contraire, ce qui accroît la tension, c'est l'utilisation peut-être de tout cet univers anglo-saxon, ces buzzwords, la digitalisation quelque part en est un, c'est tout un carcan linguistique, tout un tas d'éléments de langage qui, peut-être pour les chefs d'entreprise, de petites entreprises, de PME, ETI, qui ne sont pas habitués à cet univers, qui ne sont pas habitués à parler en franglais à longueur de journée et qui considèrent peut-être avec une certaine hostilité tous ces mots et tout ce dictionnaire franglais, ça n'aide peut-être pas à les mettre à l'aise. Non, effectivement, c'est un vrai sujet. Alain Assouline, je vous vois trépigner. C'est peut-être pas que tout à l'heure, je disais que il faut peut-être qu'on a trop fait de la question de la transformation numérique une sorte d'incantation. Si vous transformez pas, vous allez pas survivre. Enfin bon, on a beaucoup présenté la transformation numérique comme une question en tant que telle, avec une incantation permanente. Je crois que c'est le moment de vraiment présenter la transformation numérique comme une réponse aux problématiques que rencontre un chef d'entreprise, qu'avec son entreprise, qu'elle soit petite ou moyenne, il y a des problèmes qui sont rencontrés et on sait que le numérique vient répondre à tout cela. Et c'est, à mon avis, lorsqu'ils auront fait les premiers pas, parce qu'ils auront bien compris que ça répond à ces besoins de façon extrêmement pragmatique, que la question de la transformation plus profonde se pose. Nous avons eu, à la CPME, on fait tous les ans, alors on n'a pas pu le faire cette année malheureusement, mais on fait les trophées du numérique, c'est-à-dire on essaye justement pour lever les craintes, lever les réticences, on le fait par l'exemple, c'est-à-dire on essaye on fait un trophée où il y a toutes les personnes qui ont fait leur transformation et on essaye de les mettre en avant, de montrer en quoi ce qu'ils ont fait est exemplaire. Et moi, j'ai toujours en tête l'un d'entre eux qui était, c'est un coiffeur qui était dans un centre-ville, pour ne pas nommer à Saint-Étienne, qui était, il y a tous ces centres-villes de villes moyennes qui ont tendance à se désertifier, et le centre-ville était et donc, ce coiffeur est en train de perdre du chiffre d'affaires, en grande difficulté. Et il a fait une petite chose. Il a pas fait une transformation totale.
il a mis en ligne la prise de rendez-vous en ligne. Et grâce à ça, il a commencé à voir arriver des clients qui venaient d'autres quartiers que du centre-ville, qui passaient jamais dans le centre-ville. Il a commencé à voir arriver des clients qui étaient des personnes qui travaillaient à Saint-Étienne, mais qui habitaient ailleurs. Et puis, du coup, comme ils travaillaient, ils sortaient un moment parce qu'ils avaient pris rendez-vous à une heure précise pour venir se faire coiffer. Il a multiplié par 4 son chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, alors je me souviens parce que dans le témoignage qu'il faisait, il nous racontait tout ça. Et puis, donc, il a recruté 4-5 personnes et il a commencé à dire, bon, maintenant, je vais regarder aussi comment je peux utiliser les moteurs de recherche, comment je peux être beaucoup plus présent, etc. C'est-à-dire que je crois, moi, je pense, alors, c'est pas toujours vrai, mais sur ces, on va dire, ces 71% des entreprises de moins de 50 salariés qui n'ont pas encore fait leur transformation digitale, il faut commencer par des petits actes concrets qui répondent à un besoin et qui vont donner, qui souvent, c'est ce que l'un d'entre vous disait tout à l'heure, qui vont immédiatement avoir des résultats. On peut le faire maintenant. C'est vrai que la transformation numérique, c'est plus des usines à gaz comme on avait fallait changer tout le système d'information, faire des outils ERP extrêmement complexes qui signifiait de changer toute son organisation. Maintenant, on a des outils de toutes sortes. Je vais prendre un autre exemple. On avait un atelier avec des petites entreprises du bâtiment. Dans l'atelier, on a essayé de faire émerger quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent. Il y avait 2 types de problématiques. La première problématique pour un chef d'entreprise, d'une petite entreprise du bâtiment, c'est qu'il n'a pas le temps de faire les devis, il est tout le temps sur le terrain, et donc il tarde à faire les devis, il perd probablement des clients comme ça. Et puis souvent même, il tarde à faire ses factures. Et donc, il a des problématiques de trésorerie qui sont liées à ça. Bon, donc, il y a eu cette première question, devis, facture. Et puis, deuxième question, comment je prends contact, comment je me connecte à mes clients. Et dans les 2 cas de cet atelier, il est reparti avec des outils simples sur tablette ou sur smartphone. Il y a maintenant des applications qui permettent de faire des devis, qui permettent de faire des factures. Et puis, il a été mis en relation avec une petite agence digitale qui va l'accompagner dans son marketing digital. Et je pense que on le voit, on n'est pas forcément, dans bien des cas, dans la nécessité de refonder un système d'information avec des choses très complexes. Aujourd'hui, on est à l'ère des applications. Donc, on peut additionner des applications et qui vont répondre et nous faire à des problématiques concrètes et nous faire rentrer dans une transformation qu'on va pouvoir, en grandissant, parce que ces premiers outils numériques vont nous permettre de grandir. Ça a été évoqué, c'est vrai, ça va permettre d'augmenter son chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire ça de manière encore plus conséquente, réfléchie, avec une vraie stratégie. Et évidemment, je suis aussi, c'est à ce titre d'ailleurs que je parle pour la CPME, c'est que je suis président de Sinov Numérique, qui est le syndicat des TPE-PME du numérique. Évidemment, nous militons pour le fait que les entreprises doivent être accompagnées pour une transformation plus profonde de leur modèle économique, qui prennent en compte le digital comme une façon de se développer de manière beaucoup plus conséquente. Simple, et dans le cas de votre coiffeur, Alain Assouline, il multiplia son chiffre d'affaires par 4. Vous avez donné 2 exemples, Alain Assouline, ça tombe bien parce que je souhaitais vous solliciter tous les 3 pour me donner des cas concrets d'une innovation réussie. Et j'ajoute d'ailleurs, en rebond à ce que vient de dire Monsieur Assouline, est-ce que dans certains cas, quand la frontière symbolique tombe, ce coiffeur qui décide de passer sa révolution, c'est de mettre sur Internet la réservation en ligne. Est-ce qu'une fois qu'on a laissé tomber la barrière symbolique et qu'une petite innovation est réussie, est-ce que ça devient contagieux? Et est-ce qu'on a envie ensuite de continuer, d'accroître sa transformation? Parce qu'on a vu que quand on lâche du lest pour des choses parfois très simples, ça marche, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un effet domino qui passe par la digitalisation. C'est-à-dire que là où il y a déficit de digitalisation, souvent, ça révèle
un déficit parfois de pensée stratégique et de modernisation plus générale de l'entreprise. Je donne un exemple. Il me semble qu'il y a un couple important entre digitalisation et internationalisation. Et c'est probablement parce qu'il y a un déficit de digitalisation dans notre économie qu'il y a aussi un déficit d'internationalisation. Aujourd'hui, vous le savez, on a 15 ans après toujours les mêmes chiffres en termes de nombre d'entreprises exportatrices, alors que le nombre d'entreprises, lui, a été multiplié par 3 depuis la fin des années 1990. Et on voit bien que dans ce déficit d'internationalisation, il y a un déficit d'utilisation de l'outil numérique. La e-internationalisation représente quelque part entre 5 et 10% des pratiques d'internationalisation. Or, quand on voit en pleine période de crise à quel point, je veux dire, les chaînes d'exportation traditionnelles sont mises à la peine, eh bien évidemment, la réponse numérique est évidemment essentielle. Et le deuxième point que je voulais ajouter, puisque vous avez rappelé à juste titre tous les freins à la digitalisation, bien sûr le frein culturel, sur le frein financier, je pense qu'il faut quand même qu'on rappelle que les choses sont en train de bouger quand même très nettement. Le gouvernement, les pouvoirs publics et le bras armé financier qui est BPI mettent à disposition quand même des outils extrêmement importants. Pendant pas mal d'années, on a pensé que l'appui devait se faire sous forme fiscale. Donc, vous savez, il y a eu cette idée d'amortissement accéléré lorsqu'on investissait dans les nouvelles technologies. La nouveauté de l'année 2020, c'est que dans un décret qui date, je crois, du 23 ou du 26 octobre dernier, le gouvernement a ouvert la possibilité de verser directement des subventions aux chefs d'entreprise qui investissent dans les nouvelles technologies numériques, robotiques, fabrication additive. Et donc, directement, c'est une somme en cash qui sera versée directement à l'entrepreneur qui s'engage. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut sortir de l'idée que, évidemment, le numérique ne concernerait pas tout le monde. D'ailleurs, attention, parce qu'on n'en a pas encore parlé, attention à la fracture numérique. Parce que quand on parlait de l'appui des grands groupes aux PME, c'est vrai qu'il existe, mais les grands groupes ont tendance aujourd'hui à favoriser leurs fournisseurs stratégiques, qui ne représentent qu'une toute petite partie de leurs fournisseurs. Et donc oui, je pense que les fournisseurs stratégiques sont très bien accompagnés par les grands groupes, mais à chaque fois quelques dizaines d'entreprises, mais les milliers de sous-traitants des grands donneurs d'ordre sont un petit peu moins aidés par les grands groupes. Donc je pense que la responsabilité des grands donneurs d'ordre privés, ça va être d'aider davantage l'intégralité de leur panel, et puis les pouvoirs publics de veiller à ce que les toutes petites entreprises ne soient pas des exclus de la digitalisation, parce que sinon ça va faire très très mal. Merci François Perret. Je vais vous laisser tous les trois, avec Alain Assouline, réagir à ce que vous venez de dire. C'est intéressant, la fracture numérique. Mais avant, je vous rappelle, vous qui nous regardez sur le web, je vous rappelle que nous avons un sondage en cours et que ce sondage, il est en haut à droite de l'écran. Voilà, on donnera les résultats à la fin de notre échange qui sera dans une petite demi-heure. Tous les deux, je me demande, Vivien Pertusseau, est-ce que cette notion de fracture numérique, cette notion de choix, effectivement, dont vient de parler François Perret, c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que il n'y a pas l'écueil possible de les grands groupes aident tout le monde, mais finalement les grands groupes n'aident qu'une poignée de fournisseurs qui leur sont chers, un certain élitisme dans le choix des gens qu'on aide quelque part? Alors, je ne sais pas si... Alors, oui, dans une certaine mesure, oui. Ça peut exister. Ça existe effectivement. Enfin, c'est assez naturel d'aider ses fournisseurs stratégiques pour un grand groupe. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que beaucoup d'entreprises, de toute manière, ont un écosystème. Un écosystème, qu'on soit une PME ou une ETI d'ailleurs, hein, on a forcément un écosystème autour de soi. Je vais vous prendre un exemple d'une entreprise qui s'appelle Cadieux, qui fait notamment de l'installation j'ai oublié le terme. Décrivez-nous cette installation avec des gestes simples. Avec des gestes simples, c'est ce que vous mettez devant votre maison. Portail. Un portail, merci. Un portail, voilà, j'étais certain qu'on allait réussir. Ils font notamment de l'installation de portail. Donc eux, ils sont en B2B2C.
C'est-à-dire que c'est pas eux qui font l'installation des portails en direct. Soit ils passent par des grands distributeurs, soit par de petits artisans. Ce qu'ils ont fait en fait pendant le confinement, c'est que la plupart de leurs artisans étaient incapables en fait de gérer la situation. Ils avaient arrêté de travailler parce que chômage partiel, parce que confinement, etc. Donc ils leur ont dit on va vous aider à reprendre le travail. Et comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait, on va vous aider à vous digitaliser par notamment la digitalisation des devis et des factures. Souline en parlait tout à l'heure. Par le développement de marketing digital. Donc, ils ont aidé les artisans à aller sur Pinterest, par exemple, à aller sur Instagram, etc. Et donc, ils ont eu 700 nouveaux contrats grâce à ce marketing digital. Et donc, ce qu'on voit, c'est que il faut pas attendre que les grands groupes pour faire bouger tout le monde. C'est toutes les entreprises ont forcément un écosystème et peuvent aider leur écosystème à bouger. Et je pense que c'est ça la force du digital aussi, c'est que on n'y arrivera pas seul. C'est impossible d'y arriver seul. Parce que ça soit pour des questions technologiques, de ressources humaines, on va devoir s'appuyer sur des ressources externes. Que ça soit pour atteindre un client plus lointain, on va devoir se rapprocher d'autres partenaires et être le plus possible avec d'autres entreprises. Donc vraiment, quand on fait du digital et pour réussir dans le digital, qu'on soit une PME, une ETI, même une toute petite TPE, en s'associant avec d'autres, on peut le faire, c'est vraiment possible de le faire. Et il y a de plus en plus d'initiatives là-dessus, notamment pour la vente en ligne et à l'international ou d'autres, des entreprises qui se rendent compte de synergies qui existent et que ensemble, elles peuvent aller plus loin. Parce que le marketing digital, c'est bien, mais sur Internet, c'est très difficile de se faire entendre. Parce que on est une toute petite voix, on est une gouttelette d'eau dans un océan énorme d'informations. Mais si on s'associe avec d'autres entreprises, on démultiplie sa capacité à se faire entendre par les clients, que ce soit des clients professionnels en B2B ou des clients, des particuliers en B2C. Sur ce secteur-là, aussi, le bouche à oreille est l'exemple concret. Vous venez de en citer un avec votre installateur de portail. C'est le bouche à oreille, ça marche. Et quand ça fait des merveilles quelque part, quand une innovation fait des merveilles quelque part, ça peut totalement faire l'effet domino dont vous parliez, François Perret. Hélène Clément, est-ce que vous avez, vous, un cas concret, un exemple de réussite de ce dont on vient de parler, sont des choses assez simples finalement. Alain Assouline, vous avez bien commencé le bal avec votre coiffeur qui a quadruplé, je crois, son chiffre d'affaires. Non, j'ai pas forcément d'exemple équivalent, mais des grands sujets qui ont été évoqués, c'est les devis, les factures, la signature électronique. C'est des, pour aller toujours dans l'anglais, des quick wins, oui, qui sont souvent une première étape avant de repenser toute sa stratégie à l'ère du numérique. Parce qu'en fait, c'est un peu les deux choses qu'il faut arriver à mener en même temps. C'est mettre des choses en place parce qu'à court terme, on n'a pas le choix et c'est la manière qui va nous permettre de continuer à travailler et à interagir avec l'écosystème. C'est aussi hyper important, clients, fournisseurs, enfin, vraiment tout le monde est dans le même bateau et doit avoir des outils compatibles, communs et efficaces. Mais il faut aussi arriver à prendre le temps de faire un pas de côté et de repenser toute sa stratégie à l'aune de ces nouveaux outils. Hélène Clément, est-ce que vous diriez, donc c'est le thème de notre troisième journée, donc pas demain mais après-demain, sur ces notions de conformité, de RH, de finance, de comptabilité, etc. Est-ce que vous diriez, peu importe le secteur, que c'est là qu'on fait, vous parlez de quick win, que c'est là qu'on peut gagner du temps et de l'argent dans beaucoup de cas, le plus souvent, peu importe le secteur de la société dont on parle et peu importe son avancée digitale. Est-ce que c'est sur ces thèmes-là qu'on peut faire naître ce déclic et casser cette barrière symbolique quand on se rend compte que la pile de paperasse qui habituellement faisait la taille de 5 grévisses posés les uns sur les autres se réduit à peau de chagrin? En fait, peu importe le secteur ou la direction qu'on va adresser en premier, qu'on va digitaliser en premier, il faut
regarder ce qui est le plus douloureux pour son entreprise, en fait, qui est le plus bloquant et s'y attaquer. Il faut commencer par le cas le caillou dans la chaussure, le plus gros caillou. Le plus gros caillou dans la chaussure. François Perret. Oui, et en fait, ce qui est marrant, c'est que on pense que, à juste titre d'ailleurs, que les administrations publiques ont encore beaucoup de travail à faire pour simplifier la vie des entreprises. Et c'est encore largement vrai. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le niveau de complexité du management, des organisations internes, de la gestion de la transversalité, des coordinations au sein des entreprises est également très élevé. Certains experts estiment même que le niveau de complexité au cours des 30 dernières années a été plus exponentiel dans les entreprises que dans les administrations. Et c'est vrai qu'on peut donc espérer que la digitalisation mette bon ordre dans cette affaire-là. J'ai envie de reprendre une formule qui a beaucoup été utilisée lors d'un précédent quinquennat qui s'appelait le dites-le nous une seule fois, c'est-à-dire difficile à prononcer. C'est tellement difficile à prononcer qu'on ne l'a pas vraiment fait, mais qui voulait qu'une entreprise n'ait, quand elle s'adresse à des administrations publiques, qu'une seule fois à déclarer les mêmes informations. Et c'est vrai qu'en interne, je pense que les entreprises elles-mêmes ont encore beaucoup de progrès à faire et que la digitalisation peut permettre sans doute un certain nombre de simplifications administratives. Et tout le temps qu'on va ne plus avoir à consacrer à la complexité administrative, on pourra le consacrer effectivement à l'innovation. Moi, je crois que c'est aussi ça. La digitalisation est une source d'innovation. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma conviction, elle est sans doute une source d'internationalisation. Ouais. Et c'est un élément de lutte, faut-il encore l'espérer, de lutte contre la complexification. Donc, si on arrive à gérer sur tous ces fronts-là, qu'on arrive à mettre aussi du mieux-être dans les relations humaines, parce que c'est quoi le digital si ce n'est mieux connecter les individus, les équipes entre elles, pour mieux travailler. Les équipes à l'intérieur de l'entreprise, la relation entre l'employeur et le salarié, qui est un sujet majeur. La relation, ça a été dit tout à l'heure, entre clients et fournisseurs. Moi, je crois que sur tous ces terrains-là, effectivement, le digital offre effectivement de nouvelles opportunités qu'il faut que chaque entreprise, même si elle est toute petite, commence à saisir. Est-ce que ce « dites-le nous une fois », Alain Assouline, c'est un leitmotiv qui vous parle aussi ? On dirait quasiment le titre d'un bouquin, quoi. De toute façon, tout usager à l'hôpital, dans les services publics, et cette question du fait de se dire qu'à un moment donné, il a donné toutes ses coordonnées et qu'on lui redemande plusieurs fois, c'est une vraie question. Mais oui, d'ailleurs, pour le coup, moi, je voudrais aborder le sujet parce qu'il a été abordé, puis on est repassé après sur la question. Un des freins aussi à la transformation digitale, c'est le coût. Enfin, en tous les cas, c'est le coût supposé. C'est-à-dire les personnes, les chefs d'entreprise, souvent pensent que, en plus du fait que c'est quelque chose qu'ils comprennent pas forcément, qui va leur prendre du temps, etc., ce qui n'est pas forcément vrai, il y a la question du coût. Et c'est vrai que il y a aujourd'hui, alors évidemment, dans le cadre du plan de relance, il y a des mesures exceptionnelles qui ont été prises et qui sont assez nombreuses et qui permettent à une entreprise de se digitaliser, en particulier les mesures qui ont été prises récemment sur le commerce de proximité, justement. Mais il faut dire que cette question du coût, elle est liée elle est liée aussi à un manque de connaissance des dispositifs qui existent. C'est-à-dire aujourd'hui, dans toutes les régions, quasiment toutes les régions, ont des aides assez conséquentes à la transformation digitale des entreprises. Et ça, il faut le dire. Alors nous, ce pour quoi on milite, c'est que c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'aides, mais que peut-être que pour le chef d'une petite entreprise, il a du mal à s'y retrouver dans toutes ces aides, et que nous, on se bat beaucoup pour que il y ait un guichet unique. Et on essaye quelque part dans les actions que nous menons, que nous allons mener en accompagnant les propositions qu'a fait le gouvernement dans des dispositifs, d'ailleurs avec la BPI d'accompagnement action que nous allons mener. On va essayer de jouer le rôle à chaque fois quelque part de guichet unique dans un territoire donné, c'est-à-dire de dire dans ce territoire, voilà ce que la région fait, voilà ce que la BPI peut faire, voilà ce que l'État fait, etc.
Mais c'est important, cette question-là. Il y a la deuxième question qui est que, quelquefois aussi, parce qu'évidemment, il y a les aides, mais quelquefois, ça ne va pas suffire pour financer sa transformation. Il y a le fait que lorsqu'il faut, en plus des aides, faire un prêt, souvent, en effet, il y a des prêts qui sont facilement acceptables par les banques lorsqu'il s'agit de matériel, mais on a un vrai problème avec tout ce qui est immatériel. C'est-à-dire que l'entreprise qui doit se transformer, elle a d'abord besoin d'être accompagnée par des personnes qui vont réfléchir à sa stratégie, à savoir comment y aller, et quelquefois aussi les prestations numériques sont d'abord des prestations immatérielles. Donc il y a une problématique aussi du financement de l'immatériel sur lequel je pense d'ailleurs que la BPI pourrait donner des réponses parce que je pense que c'est très important. Et puis nous on pensait voilà que il pouvait, enfin c'est une des propositions de la CPME, c'est de créer un statut de l'entreprise en transition numérique et technologique qui lui ouvrirait la possibilité d'inscrire à son bilan l'ensemble des investissements matériels et immatériels et donc aussi les prestations de conseil et de formation de façon à pouvoir l'amortir sur plusieurs années. Donc je pense, oui, il y a des aides, mais par exemple les chèques numériques, par exemple la région Nouvelle-Aquitaine fait des chèques numériques, c'est des chèques entre 5 000 et 25 000 euros. C'est assez conséquent, mais pour une PME, quelquefois, c'est insuffisant. Donc il faut aussi penser à il y a pour les commerçants les aides de 500 euros que l'État va mettre en place. Tout ça, c'est très bien, mais on sait que tout ça, ça permet de faire les premiers pas, très bien. Maintenant, pour aller plus loin, pour faire une transformation profonde, là, il faut se faire accompagner avec du conseil, avec de la formation, et ça se réfléchit sur du temps long, et ça, il faudrait pouvoir l'amortir, il faudrait pouvoir le financer avec des prêts, etc. Voilà, ça c'est un sujet qui, à mon avis, peut être aussi un frein, peut-être pas au premier pas, mais à la transformation plus conséquente d'une entreprise. Alain Assouline, vous avez demandé des réponses de la part de BPI France et je pense que BPI France, à ma droite, va vous donner ces réponses avec joie. Vivien Pertusseau. Alors sur les prêts, je ne serais pas forcément la meilleure personne pour répondre à ça. Je sais qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, notamment pour obtenir des fonds européens pour des garanties justement à destination des TPE et des petites PME pour la transformation digitale. Donc ça, c'est quelque chose qui a été lancé dans le cadre du plan de relance, justement pour financer l'écueil dont parlait Pierre Assouline, qui est ce manque de capacité à accompagner les entreprises dans tout ce qui est immatériel. Alain Assouline disait que le coût supposé en lui-même peut faire peur, a fortiori parce que ce coût est directement lié, intrinsèquement lié à quelque chose qui ne se voit pas, En fait, c'est ça une des principales difficultés, je pense, avec le digital, c'est que beaucoup de choses sont intangibles. Quand on est le dirigeant d'une entreprise, on aime bien les choses qui sont tangibles, on aime bien les résultats concrets. Oui, et a fortiori, c'est vrai que face à un banquier, c'est toujours mieux des résultats tangibles. Après, c'est vrai que dans tout ce qui est transformation digitale, il faut accepter cette part d'incertitude. Parfois, on lance des idées, on lance des projets, on n'est pas absolument certain que ça va fonctionner à 100%. Peut-être que le bout du chemin sera différent de ce qu'on avait pensé au départ, mais il faut avoir cette conviction que grâce au digital, on va faire les choses différemment et probablement mieux. Ça, c'est quelque chose d'important. Et deuxième élément tout aussi essentiel, c'est de ne pas se précipiter. Et ça, c'est tout aussi fondamental. Dans une PME, les ressources sont contraintes, que ce soit les ressources humaines ou les ressources financières. Je me souviens d'une entreprise que j'avais vue en 2018, qui était une PME à l'époque et maintenant une ETI, donc c'est le pas est possible, et qui m'avait présenté son plan de transformation digitale sur 3 ans. J'avais été assez impressionné parce que c'est assez rare pour une PME d'avoir un plan sur 3 ans de sa transformation digitale. Je l'ai revu 1 an plus tard et donc en gros ce qu'il faisait c'est que tous les ans il avait une priorité, pas plus,
parce qu'il était là, je ne peux pas dédier plus de ressources tous les ans. Donc une priorité par an. Parfois c'était pour le client, parfois c'était pour l'organisation interne. Ça a évolué. Je l'ai revu un an et demi après. Il m'a dit: Vivien, je suis loin d'avoir terminé. Je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'une transformation digitale, ça ne se termine jamais. Parce que forcément, quand on enclenche, un projet, c'est une boîte de Pandore. On a de nouvelles idées, on a envie d'aller plus loin, et donc il y a cet élan, cet appétit de plus qui arrive inévitablement. Je crois que c'est Philippe Mayer, le sociologue et producteur sur France Culture, qui a dit que le progrès a toujours du progrès à faire, de toute façon, peu importe le contexte et peu importe l'avancée qui a déjà été faite. Il reste une grosse dizaine de minutes. Là, je m'adresse à vous, cette fois qui nous regardez. Donc, je vous encourage à profiter de ces 10 grosses minutes qui nous restent pour poser vos questions sur le live avant de conclure et de voir les résultats de notre sondage auquel vous avez peut-être déjà participé en haut à droite de l'écran. Voilà, je reviens sur cette notion du coup, et ensuite on fera une ouverture un peu prospective, même si la prospection évidemment n'est pas toujours, même très rarement science exacte. Est-ce que vous vouliez peut-être revenir, réagir, François Perret, sur cette histoire de coût? Alors, réagir sur l'histoire du coût, d'abord parce qu'effectivement, ça a été bien dit, il y a le coût supposé et puis il y a le coût réel, et donc parfois on fantasme le coût réel qui s'assimile au coût supposé. La deuxième chose, c'est qu'effectivement les aides, elles sont là, mais après il y a le problème de la disponibilité des aides, de l'information sur les aides. Moi, je crois en tout cas qu'il faut quand même rendre hommage aussi au gouvernement sur ce point-là et aux régions, au gouvernement qui a rendu extrêmement accessible l'ensemble des choix qu'il a fait au cours des derniers mois. Si vous vous connectez sur le site économie.gouv.fr, faites l'expérience, je l'ai fait il y a une semaine, et que vous allez sur France Relance, vous tapez mesures, vous tapez votre profil d'entreprise, vous tapez le thème sur lequel vous avez besoin d'une aide. Ça peut être le levier financier, ça peut être le levier numérique. Vous voyez apparaître l'ensemble des aides et une fiche technique détaillée qui précise chacune des aides. Donc ça, c'est quand même extrêmement précieux. Encore faut-il effectivement avoir ce réflexe. Donc moi, j'invite tous les dirigeants de PME à l'avoir. Et la deuxième chose que je voulais dire, si vous me le permettez, c'est qu'effectivement, les difficultés du digital, on l'a vu avec la question sur la question du financement, sont aussi celles plus générales de la reconnaissance des sujets en matière d'immatériel. C'est-à-dire que, à mon avis, l'un des moyens de faire accélérer la transformation digitale, c'est aussi, comme il faut y veiller sur l'immatériel en général, qui inclut, je dirais, la valorisation des ressources humaines, de la marque, de la propriété intellectuelle, tous les éléments qui, a priori, sont pas comptabilisés dans les résultats d'entreprise. Ben justement, il faut veiller qu'à l'avenir, notamment en termes de notation, la notation financière s'aventure aussi sur le terrain de la valorisation de ce capital immatériel. Et le jour où, effectivement, on aura inclus dedans, de façon très claire, aussi cette dimension digitale, mais aussi la dimension dépôt de brevets, etc., on ira beaucoup plus vite. Moi, je crois qu'il faut que tous les outils soient mobilisés au service de ce basculement vers le digital. On a vu que ce basculement vers le digital, c'était plus une option. C'est aujourd'hui une condition sine qua non. François Perret, puisque vous avez évoqué le site du ministère de l'économie, je rajoute une ligne à votre CV. Vous êtes aussi ambassadeur à l'intéressement et à la participation auprès du ministre de l'économie, des finances et de la ministre du Travail. Voilà, pour compléter votre profil. Ce qui explique mes incursions tout à l'heure. Absolument. C'est pour ça. J'avais peur que certains soient choqués, donc je préfère. J'ai quand même fait le lien entre le digital et l'intéressement. Vous avez réussi, c'est un exploit. Nous sommes d'accord. Avant de conclure, donc un peu de prospection. J'aime bien terminer par de la prospection, par votre monde idéal ou pas d'ailleurs. On peut imaginer d'ores et déjà qu'il y aura certains bâtons dans certaines roues. Qu'est-ce que vous imaginez à moyen terme sur ce sujet précis, pour reprendre tout ce qu'on vient de dire avant de clôturer notre échange? Je commence par vous, Hélène Clément. Qu'est-ce que vous pressentez? Qu'est-ce que vous imaginez? Alors, c'est pas ce que je pressens, c'est ce que j'aimerais. Donc là, on est sur une prospection monde idéal. C'est ça, oui, voilà, je rêve. C'est que tous les dirigeants, tous les entrepreneurs qui nous regardent et tous les autres
s'intéresse vraiment au sujet et se pose la question, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon entreprise, qu'est-ce qui est urgent et qui passe à l'action. Parce qu'il y a beaucoup, donc on a parlé de financement, il y a des investissements nécessaires, mais il y a beaucoup de ressources effectivement gratuites pour s'informer, pour se former et peut-être qu'avec notre situation actuelle, il y a un petit peu plus de temps à y consacrer. Donc, c'est le moment, faut y aller. Donc, je me projette dans on y va. Alors moi, je me projette très bien aussi beaucoup, mais je me rends compte que vous avez été très nombreux à nous poser des questions en live, et donc on va prendre le temps d'y répondre davantage que pour faire mon petit numéro d'équilibriste sur la prospective. On va, là encore, cette semaine, c'est dans le concret, on est sur des cas concrets, donc soyons dans le concret et répondons à vos questions qui vous avez eu l'élégance et le courage de nous les poser. Et Hélène, vous êtes directement citée. Il semble y avoir une forte demande de conseils et d'accompagnement, nous dit un spectateur dont je n'ai pas le nom, mais qui se reconnaîtra assurément. Lorsqu'on est consultant en transformation numérique, comment fait-on pour se faire référencer par BPI France et pour assister et accompagner ces dirigeants d'entreprise ? Alors, il y a tout un process de référencement. Donc, il faut contacter la bonne personne. Je n'ai pas donné son nom là, donc contactez-moi. Et puis, je ferai suivre. Il y a tout un process. En fait, les services d'accompagnement de BPI France, donc il y a de la formation, du conseil. Et effectivement, le conseil est toujours exécuté en binôme avec une personne de BPI France, du pool conseil, et un représentant d'un pool de consultants agréés. Il y en a pas loin de 300, je crois, aujourd'hui. Et donc, ils sont sélectionnés, triés sur le volet. Il y a tout un process. Donc, il faut me contacter. Alors là, je remercie infiniment. Là, donc je continue les questions qui, cette fois, ne sont pas personnelles. Donc, je vais vous laisser. Tous les quatre, vous allez lever la main et... vous allez vous affirmer votre intérêt pour l'une ou plusieurs des questions. Donc celle-ci, elle est intéressante, mais elle est concrète et on y a déjà un petit peu répondu. Quelles sont, selon vous, les premières actions à mener pour lancer la digitalisation de son entreprise ? Comment prioriser les solutions à adopter au milieu des centaines, milliers de solutions digitales ? Tout à l'heure, c'est vous, Hélène Clément, qui disiez, je crois, il faut identifier des quick win. Il faut faire mon digitalomètre, ça peut être des premiers indices, un état des lieux de votre niveau de maturité, votre situation, et ça peut être une première étape pour prioriser. Je peux. Ah bah vous pouvez. Pour commencer, il n'y a pas de solution miracle. Alors oui, il peut y avoir le digitalomètre, ça peut être une bonne chose. Surtout, en fait, c'est de se dire. Pour une PME, souvent, les premiers pas se passent soit vis-à-vis du client, soit vis-à-vis de l'interne. C'est généralement les deux dimensions par lesquelles une PME commence sa digitalisation. Quand je dis le client, c'est qu'il soit capable de répondre à la question où se trouve mon client ? Comment est-ce que je contacte mon client ? Comment est-ce que je peux offrir la meilleure expérience possible à mon client ? Si aujourd'hui, il y a des améliorations à faire, ça peut être le meilleur moyen pour commencer sa transformation digitale. Ça peut être via une amélioration du site internet, via du e-commerce, via du marketing digital, via simplement la capacité qu'une entreprise a à avoir à l'intérieur des différents services de l'entreprise la même information au même moment sur un client. C'est-à-dire que le service comptabilité, le service commercial, le service après-vente ont une vision commune et unique du client. Ça peut être aussi par l'interne. On le voit beaucoup et c'est vrai que le confinement du printemps a largement accéléré ça. C'est que on a amélioré le collaboratif en interne. Un des exemples les plus frappants, c'est notamment pour ceux qui sont en multisite. Quand on est en multisite, c'est très difficile de faire collaborer des salariés qui ne se voient pas. On a découvert tous ces outils de visio. Il y en a pas, ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Il y en a pas de meilleurs que d'autres. Il y a certaines sociétés qui disent
avec le confinement, on ne se voit plus, mais il y en a d'autres à l'inverse qui disent on se voyait pas avant et maintenant on se voit. Oui, mais en fait, il faut trouver un juste milieu. Après, évidemment, on va pas complètement déshumaniser et digitaliser toutes les relations humaines, mais ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Je vais vous prendre un exemple simple avec un cabinet de conseil qui, auparavant, pour tous ses projets internes, devait faire réunir les consultants le soir. Pour une simple raison, c'est que dans la journée, les consultants étaient dans l'entreprise, dans les différentes entreprises chez leurs clients. Et donc, en fait, ils se sont rendus compte que il y a des moments dans la journée où les consultants ne travaillaient pas forcément. Et ils pouvaient faire des réunions en visio pour faire avancer des projets internes au cabinet de conseil. Donc, parfois, ce sont des petites choses, mais qui permettent de créer du lien, du collaboratif. Donc, généralement, ça se passe soit vis-à-vis du client, soit vis-à-vis de l'organisation interne. C'est par là qu'on peut vraiment commencer. Et faut se poser des questions toutes simples, hein. Vraiment, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. C'est comment est-ce que j'arrive à toucher mes clients aujourd'hui? Est-ce que mes clients seront les mêmes dans 5 ans? Pareil pour l'organisation. Est-ce que mon organisation est fluide? Est-ce que tout le monde arrive à bien travailler avec les autres services, etc. Et ça, on n'a pas besoin d'être 50, 100 ou 150 pour se poser la question. Même à 10 ou 15, c'est largement suffisant pour qu'il y ait des dysfonctionnements et qu'il y ait une asymétrie d'information entre les collaborateurs. Vous avez été peut-être que vous me permettez, j'ajouterais qu'en fait, il faut se faire accompagner. C'est-à-dire, il y a des entreprises conseils en transformation numérique ou même pour des prestations numériques de premier niveau pour s'engager. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner parce que évidemment, la transformation numérique, elle n'est pas la même selon le type d'entreprise qu'on est. À la fois de taille, de secteur. Et donc là, on a besoin aussi de se faire accompagner par des experts ou des personnes qui connaissent bien son secteur. Et la deuxième chose, il faut le répéter. Alors, évidemment, BPI propose des choses pour la formation des chefs d'entreprise, mais il faut savoir aussi qu'il y a les OPCO, les différents OPCO qui financent la formation ont aussi des programmes de financement de la formation des chefs d'entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à se former parce que c'est important. C'est se former soi-même, former son personnel aux nouvelles problématiques qui sont celles, c'est vrai, tout ça vient d'être dit, hein, la question, moi j'appelle en fait la révolution numérique, c'est avant tout une révolution du design d'expérience utilisateur, c'est-à-dire de la relation avec son client, avec son utilisateur. Et donc, ça, c'est un élément qui est au cœur. Et ça demande à la fois de l'accompagnement et de la formation. À mon avis, c'est le point de départ. Il ne faut pas passer outre tout ça. Conclure, vu que François Perret a eu l'élégance de me chuchoter à l'oreille qu'il voulait un dernier mot, très rapidement, avant de conclure cette... Non, je pense que s'il y a peut-être quand même 2 écueils et donc peut-être 2 conditions de réussite aussi. Premier écueil, sauf si on est une entreprise de la tech, c'est peut-être quand même de faire de la digitalisation son focus stratégique unique. Moi, je pense que la digitalisation, c'est un axe de la stratégie de l'entreprise, mais qu'elle ne résume en aucun cas la totalité de la stratégie d'entreprise. Il faut en effet partir du client, de ses finalités stratégiques et commerciales et en déduire une révolution numérique, comme pour reprendre les termes qu'employait Alain Assouline. Et deuxième écueil et deuxième précaution à prendre, c'est la question de la mesure d'impact. C'est-à-dire que la révolution digitale va impacter en effet la production, elle va impacter les RH, elle va impacter les finances, elle va impacter la logistique, toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, il ne s'agit pas seulement de digitaliser comme de verdir l'économie, il faut aussi comprendre comment ensuite tout ça va impacter le fonctionnement opérationnel des différents départements de l'entreprise. Et donc, évidemment, tout cela appelle la troisième précaution, qui est celle de la formation au poste. On est parti tout à l'heure de la caricature avec certains salariés qui n'auraient pas d'adresse email. Je pense qu'il y a quand même une acculturation. Une acculturation, je peux le dire, puisque j'ai plus de 50 ans, qui est aussi un petit peu générationnelle, parce qu'on n'est pas tous à égalité avec les outils en fonction de l'apprentissage qu'on en a fait au cours des 20 dernières années. Donc, évidemment, mettre le paquet sur les postes de travail, la formation et l'accompagnement
des différents salariés dans ces différents postes de travail. Merci François Perret, vous parliez d'outils. On a parlé beaucoup d'outils très simples d'utilisation. Vous en avez un, nous en avons un, c'est celui des sondages. Et donc vous avez répondu au sondage du début de notre échange. Donc à la question quel niveau de maturité digitale estimez-vous avoir, vous avez été 9% à répondu très fort. Donc 9% vous êtes 9% à estimer que votre niveau de maturité est très fort, 47% fort, 42% faible et 2% très faible. Donc effectivement, on va pas mettre en perspective ces chiffres parce que là on a déjà trop discuté, mais tout le monde peut le faire. La deuxième question, comment qualifieriez-vous votre besoin d'accompagnement sur les sujets de transformation digitale et notamment dans la mise en relation avec les bons partenaires? Tech, vous êtes 43% à estimer que votre besoin est très fort à court terme, 30% à estimer que c'est important à court terme, 19% important à moyen long terme, j'ai besoin d'aide pour digitaliser mais rien d'initié à ce stade, et enfin seulement 8% à dire que c'est non prioritaire, j'ai d'autres sujets urgents à traiter. Mais il y a beaucoup d'urgences en ce moment. Effectivement, voilà. Donc écoutez, merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis derrière votre écran, d'avoir eu la patience de nous écouter discuter, nous écouter débattre de cas concrets pendant 1h30. C'est d'ailleurs le principe de cette semaine, chaque jour des cas concrets, vos problèmes, vos questions, vos interrogations. Donc demain, je répète notre programme, demain le futur du travail, après-demain la conformité, les RH et la finance. Je me rends compte qu'on a déjà esquissé pas mal de ces thématiques, c'était le but de ce soir, donc c'est pas si surprenant. La logistique, le transport et enfin pour finir de la semaine, un peu de relations clients. Voilà, merci à tous les quatre. D'avoir été là, de nous avoir donné tout ce grain à moudre ce soir et d'avoir introduit cette semaine. Merci également à Guillaume Mortelier qui est venu introduire cette première soirée. Merci à tous les trois, à tous les quatre. Merci à Alain Souline qui est chez vous. Merci à vous et à toutes. À très bientôt, à demain pour vous si vous êtes inscrits également à la session de demain et sinon à très bientôt.